D'accord. Je vous laisse la parole, Olivier. Ok, merci. Donc, bienvenue à tout le monde. Merci Liliane pour l'introduction. Aujourd'hui, donc, on va parler de la vidéo. Pourquoi parler de la vidéo? Parce que au XXIe siècle, c'est un outil de communication puissant, pour pas dire le plus puissant. Je vais vous parler de tout ça donc pendant à peu près 1 heure et demie, un peu plus. Et je ne vais pas prendre la baguette de sorcier aujourd'hui. Je vais simplement vous expliquer avec des éléments à l'appui, ce qui fait qu'aujourd'hui, la vidéo, dans le contexte, enfin, dans votre profession, quelle que soit votre profession, c'est un outil de communication qu'il va falloir utiliser. Voilà, en 2023, c'est quelque chose, je vous conseille fortement de passer par là. Donc, moi, j'ai créé ma société donc, de communication à travers la vidéo. Donc, voilà, quand j'ai créé cette société, il a fallu que moi-même, je comprenne un petit peu ce que j'allais vendre. Donc, à partir de là, il m'a fallu chercher, fouiller, essayer de comprendre pourquoi la vidéo c'était bien, pourquoi c'est sympa d'en faire, parce que c'est plaisant. Aujourd'hui, tout le monde en regarde à travers les téléphones, les sites web, etc. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on en ferait? Qu'est-ce qu'il faut comprendre pour pouvoir faire de la vidéo? Donc, je suis parti de là et puis en fonction de ce que j'ai pu trouver, je me suis dit qu'il fallait que je partage. Parce que je pense qu'on en a tous besoin. L'idée, c'est de comprendre réellement. Donc voilà, donc moi je suis parti de rien. Ouais, il m'a fallu tout chercher. Et quand on part de rien, on a besoin d'une méthode. Parce que sans méthode, ça part dans tous les sens et puis on s'en sort pas du tout, on ne s'y retrouve pas. Donc, la méthode que j'ai utilisée, j'ai fini par la trouver dans un passé assez lointain. Cette méthode, c'est celle-là. Alors, je vous le lis en latin: quis, quid, oui, quibus auxiliis, cur, commodo, quando. Voilà. Alors, ouais, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que pendant la présentation, je vais vous poser 2, 3 questions à chaque fois. C'est pas, il n'y en aura pas beaucoup, pour que ce soit un petit peu interactif, que vous n'ayez pas l'impression de vous endormir devant la présentation. Donc, je vous invite à répondre dans la fenêtre de commentaires. Est-ce que vous savez d'où ça vient est-ce que ça parle à quelqu'un, en fait? Parce que je vois qu'il y a des gens je vois qu'il y a des gens de la communication dans les spectateurs là, du webinaire. Donc, est-ce que quelqu'un a une idée de d'où ça peut venir, cette citation-là? Je vous laisse écrire éventuellement quelque chose. Non. Ah, ah, super. Ah ben, je vois qu'il y a des gens qui sont au courant. Super. Voilà, donc, qu'est-ce que c'est? Vous l'avez dit. Maintenant, on va voir d'abord d'où ça vient. Voilà, ça vient de ce monsieur Aristote. Donc, vous voyez, quand je vous dis que c'est assez ancien, ça a la louche de 1500 ans quand même, hein. Donc, c'est Aristote qui a créé ce moyen mémotechnique, en fait, à la base. Attendez, hop, je décale ça. Voilà. Voilà, c'est une méthode qui permet d'élaborer un cadre descriptif d'analyse. Bon, ça veut tout dire et rien dire. C'est assez général et en communication, on s'en sert énormément. Voilà. On s'en sert énormément. Donc ça, textuellement, voilà ce que ça veut dire. Qui, quoi, où, avec quelle aide, pourquoi, quand, comment. Et vous êtes quand même assez nombreux à l'avoir trouvé en français, on va dire. Ça donne ça, voilà. Le QQO, QCCP. Alors, ce terme barbare, un peu dégueulasse, là, c'est cette méthodologie d'Aristote qu'on a adaptée. Qu'on a adaptée en France et avec laquelle, notamment en journalisme, on travaille énormément, encore aujourd'hui, hein. C'est une méthode qui a toujours cours. Et je vous en parle de cette méthode parce que vous allez voir à quel point elle est importante. Donc voilà ce que ça donne en français. Outre-Atlantique, ils ont été un peu plus malins que nous, ils l'ont synthétisé de façon un peu plus
joli, on va dire. Et ils ont appelé ça les 5 W. Donc, ça reprend les mêmes choses, hein. C'est simplement synthétisé, peut-être un peu simplifié, et beaucoup plus adapté à la communication et au journalisme. Voilà. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est encore enseigné dans les plus grosses écoles de journalisme américaines. Donc, c'est quelque chose qui, voilà, qui a traversé les âges et qui fonctionne toujours. Alors, pourquoi je vous parle de cette méthode? Ben parce que, voilà, pour une animation de réunion, par exemple, comme aujourd'hui, ça fonctionne. Et sans qu'on s'en rende compte, ben, Lilian a déjà utilisé la méthode des 5 W dans son propos introductif. On parle de qui est qui, donc il s'est présenté, il m'a présenté, il vous a accueilli dans la réunion. Qu'allons-nous faire? Il vous l'a expliqué, on va parler de la vidéo, il vous a expliqué ce que la CCI mettait en place également. Où sommes-nous? Donc c'est un webinaire, donc voilà, on sait qu'on est, bon, on est sur Internet, quoi. Quel est l'horaire prévu? Ben, on vous l'a dit, voilà, de 10h à midi. Et pourquoi faisons-nous cela? Il vous l'a également expliqué. Donc, vous voyez cette méthode de façon intrinsèque, de façon presque inconsciente, on l'utilise tout le temps. Et vous l'utilisez vous aussi, peut-être même sans vous en rendre compte. Pourquoi c'est passé là, là? Voilà, vous en rendez peut-être pas compte, mais vous l'utilisez vous aussi dans vos procédés commerciaux. Vous allez analyser les besoins du client, vous allez essayer de comprendre son activité, par exemple. Pour les entreprises un peu plus structurées, vous allez essayer de faire ce qu'on appelle du benchmarking, donc analyser les résultats, etc. Donc voilà pourquoi je vous parle de cette méthode, parce que vous l'utilisez déjà, alors sciemment ou inconsciemment, et dans la vidéo, ben, il va falloir également l'utiliser. Voilà. Donc, comment ça va s'articuler aujourd'hui? On va y arriver. Voilà. En premier lieu, je vais vous parler du format vidéo. Voilà, pour qu'on recontextualise un peu qu'est-ce que c'est que la vidéo. Ensuite, on parlera des réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que la vidéo, c'est un outil et il nous faut un moyen de diffuser la vidéo. Alors, on parlera de réseaux sociaux. Pourquoi des réseaux sociaux? Parce que, voilà, en 2023, je pense que c'est le moyen le plus pertinent pour diffuser une vidéo. De fait, on abordera l'alliance entre vidéo et réseaux sociaux. Et ensuite, je vous donnerai 2-3 tips, comme on dit, pour construire une vidéo et pour éviter des pièges. Donc, on commence par le format vidéo. Alors, est-ce que quelqu'un sait qui est ce monsieur? Là, si vous l'avez, vous êtes fort. Bon, là, il n'y a pas de message. Très bien. Ce monsieur, il s'appelle Edgar Dale. Voilà. Donc, c'est quelqu'un contemporain, hein. Il est né en 1900, mort en 1985, donc c'est pas si vieux que ça. Il était professeur et chercheur en éducation. Je vous ai mis la définition d'éducation parce que pour nous, c'est un terme, on va dire, générique. Aux États-Unis, c'est une vraie matière d'apprentissage. Donc, c'est l'apprentissage et le développement des facultés intellectuelles, morales et physiques. Pourquoi je vous parle de ce monsieur? Parce que cet homme, il a travaillé, comme c'est écrit, il est chercheur, et donc il a cherché, il a mené des travaux de recherche sur la communication, sur le meilleur moyen de transmettre une information à ses élèves notamment. Et à partir de 1946, il va publier la théorie sur laquelle il a travaillé dans ce livre. Voilà. Et sa théorie, c'est la théorie du cône de l'apprentissage. Alors, qu'est-ce que c'est que ce cône de l'apprentissage? C'est un schéma assez finalement facile à comprendre quand on a les éléments. C'est un moyen, en fait, vous avez les différents moyens de diffuser une information, ici. Et la forme conique, elle nous permet de comprendre que plus on va aller vers la base du cône, et plus notre capacité à retenir l'information va être importante. Ce cône, il va être travaillé, il va être étudié, il va être amélioré à travers les âges, puisque on a vu qu'il datait de 1946. Il va être remodelé. Je vais vous présenter différents visuels de ce cône, de cette adaptation du cône, et je vais vous expliquer pourquoi. En 2013, par exemple, on retrouve ceci, donc proposé par 3 chercheurs, où on voit que le cône, bon, c'est devenu une pyramide. Jusque-là, c'est pas très grave.
Et il a été également simplifié. On a rassemblé en moins d'étages, je dirais, les différentes moyennes communiquées. Et puis, c'est adapté, puisque depuis 1946 jusqu'à aujourd'hui, vous comprenez bien que les moyennes communiquées, ils ont évolué également. On va également retrouver cette forme-là. Alors, c'est celle qui sera la plus répandue, je dirais, si vous allez chercher sur Internet. Et puis, on voit quelques éléments apparaître, quelques éléments nouveaux apparaître. Donc, on va un petit peu décortiquer tout ça. Ça, c'est une autre forme. Voilà. Si vous regardez la différence entre deux, il n'y en a quasiment pas, hein. C'est simplement que visuellement, moi, elle va me permettre de vous expliquer quelque chose. Le cône de l'apprentissage, tel que l'avait défini Edgar Dale, par rapport à cette image qu'on voit là, il y a eu des entrées, on va dire, d'informations qui sont assez controversées et assez critiquées par la communauté scientifique. Alors, quelles sont les informations qui sont critiquées? La première, c'est celle-ci. L'apparition de pourcentage d'assimilation d'une information après 2 semaines. Alors, ce qui pose problème, c'est que on ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas à partir de quels travaux ça a été élaboré. Donc, au niveau de la communauté scientifique, on se déchire un peu, on se dit, bon, c'est pas trop valable ce machin-là. La deuxième controverse, c'est la séparation de cette pyramide en 2 méthodes. Une méthode dite passive en haut de la pyramide et une méthode dite active en bas. Ça pose pas trop de problème, ça, parce que si on regarde les éléments de la pyramide, on peut trouver du lien. On peut comprendre que le haut, effectivement, c'est plutôt passif et le bas actif. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que Edgar Dale, dans sa théorie, nous explique que ces méthodes-là, elles travaillent ensemble. On ne peut pas les dissocier complètement. Voilà. Il y a forcément des interactions entre les uns et les autres. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que vous allez le retrouver sur Internet. Et il faut avoir de la critique sur ce qu'on trouve, hein. Il faut essayer de recouper les infos, de ne pas se faire avoir et de prendre l'information brute telle qu'elle. Donc, ce qu'on va faire, c'est que comme ça porte à controverse, on va supprimer ce qui pose problème. Et cette pyramide, comme ça a été fait déjà depuis l'apparition de la théorie en 1946, vous allez voir, nous aussi, on va la retravailler et l'adapter à la communication. Je vais également virer les 2 méthodes. Par contre, je vais garder la séparation à cet endroit de la pyramide. Vous allez comprendre pourquoi. Rebaptisons notre pyramide pyramide de la communication. Jusque-là, pas de digression. On est bien dans la communication quand vous regardez les éléments sur la gauche de la pyramide. Et on va la décortiquer. On va s'apercevoir qu'on a une partie qui va concerner les médias et une partie qui va plutôt concerner les interactions humaines. Dans la première partie, on peut communiquer à distance. Dans la deuxième partie, on ne peut pas. C'est pour ça que j'ai gardé la séparation entre les deux. Maintenant, dans les médias, qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc, en phase de lire, on va retrouver tout ce qui est journaux, presse écrite, tout ce qu'on appelle le print. Ça peut être les flyers, ça peut être les menus de restaurant, par exemple. Vous avez toute cette partie-là. Dans la partie entendre, on va retrouver, par exemple, la publicité à la radio, les signatures sonores. Quand je vous dis musique, ça peut être, alors ce qu'on appelle une signature sonore, ça peut être une musique que vous choisissez qui est toujours la même pour vos communications et qui permet de vous identifier quand on entend la musique. Ça peut être des jingles, ça peut être un tas de choses comme ça. Vous allez voir que c'est des choses qui sont assez puissantes. Alors, c'est pareil, je vais préparer une petite question. Est-ce que vous êtes capable de faire le lien entre ces 2 images? Est-ce que ça vous parle? Je vous laisse écrire, hein, n'hésitez pas à marquer dans les commentaires si jamais vous voyez un lien ou si vous n'en voyez pas. On est dans les signatures sonores et je vais vous expliquer. Ouais, le jingle sur lesquels la SNCF, mais c'est quoi le lien? Exactement. J'ai une bonne réponse. Putain, on a des bons intervenants aujourd'hui. Bon, on arrête là le suspense parce que Max a donné la bonne réponse. Voilà. Donc d'un côté, on a ce jingle que tout le monde en France connaît, je pense. Et donc David Gilmour, guitariste des Pink Floyd, je ne me rappelle plus.
en a fait un tube. Ouais, c'est ça, Pink Floyd, merci. Voilà. Donc, vous voyez, David Gilmour, il a entendu ça dans une gare au cours d'un voyage en France. Le jingle, voilà, ça lui a parlé. Il en a fait une chanson. David Gilmour, c'est un des plus grands guitaristes sur la planète. Donc, vous voyez, cette signature sonore, bah, Gilmour, il a donné un énorme coup de pub à la SNCF, en fait. Et tout ça pour vous dire que ça marche très bien. Ça marche très, très bien. Bon, il faut parfois un petit coup de pouce du destin, comme là, mais c'est quelque chose qui marche énormément et que beaucoup d'entreprises utilisent déjà. En face de voir, on va avoir tout ce qui est images et couleurs. Alors, les images, la plupart du temps, pour les chefs d'entreprise, ça va être votre logo, votre charte graphique visuelle. Ça peut être également des signatures visuelles simplement par le biais de couleurs. Alors, je vous ai mis deux exemples d'entreprises qui ont réussi à créer une véritable signature visuelle à partir de deux couleurs. Et ils ne se sont pas vraiment embêtés. Voilà, tout le monde les connaît, je pense, aujourd'hui. Ils ne se sont pas embêtés, ils ont repris les couleurs de leur drapeau, tout simplement. Et ça marche. Ça marche. Aujourd'hui, ces codes couleurs, vous savez tous ce que c'est. Bon, c'est écrit évidemment, mais vous savez tous, vous connaissez tous Ikea. Ils ont basé leur communication uniquement là-dessus. Il y en a qui ont fait plus fort que ça. Ils ont créé une signature visuelle à partir d'une seule couleur. Voilà. Si je vous parle d'empennage orange dans les aéroports, ça vous dit quelque chose, j'imagine. Exactement. EasyJet. EasyJet, c'est simple, c'est un empennage orange, c'est tout. Et ils ont basé toute leur communication visuelle là-dessus, et ça fonctionne très bien. Quand on voit passer un avion, il n'y aurait pas écrit EasyJet sur l'empennage, vous savez que c'est cette compagnie. Donc voilà, même chose, ça fonctionne très bien. On arrive maintenant à regarder une vidéo. Alors, à votre avis, pourquoi est-ce que regarder une vidéo, c'est tout en bas de la partie médiane de la pyramide? Pourquoi est-ce que ce serait plus puissant que les autres moyens qu'on vient de citer au-dessus? Est-ce que quelqu'un a une idée à soumettre? Impeccable. Exactement. La vidéo, c'est la somme des trois. C'est la somme des trois médias qu'on vient de voir au-dessus. Et ça fonctionne extrêmement bien parce que on est sur du multisensoriel. On fait appel à plusieurs sens. Alors que dans les strates qu'on vient de voir au-dessus, on est plutôt sur du monosensoriel. Et ça, c'est ce qui va faire toute la différence. C'est pas moi qui vous le dis. Moi, je suis personne. Moi, je suis juste aller chercher l'information. Par contre, cette dame, elle vous le dit. Jeanne Rochelot, docteur en sciences à l'Université de Québec à Montréal. Elle vous dit ceci, plus nombreux sont les sens impliqués dans le traitement de l'information, plus le cerveau est sollicité et plus il y a de traces d'apprentissage, donc un meilleur réseau neuronal. Donc voilà une preuve scientifique que la vidéo, c'est le média le plus puissant, c'est que la vidéo, elle sollicite plusieurs sens et donc elle crée un réseau neuronal plus dense. On a une raison scientifique et je dirais humaine. C'est tout simplement la sollicitation des sens qui fait le boulot. Je trouve ça pas mal. Donc maintenant que je vous ai dit ça, vous allez me dire, est-ce qu'il existe des preuves concrètes et pas seulement quelqu'un qui va nous parler de science? Est-ce qu'il existe des preuves concrètes de ce que j'avance? Alors, il en existe plusieurs, des preuves concrètes. Il existe la preuve par la recherche. Ça, 1,8 million de mots. Est-ce que quelqu'un comprend à quoi ça correspond? Est-ce que quelqu'un a déjà eu cette information? 1,8 million de mots. Ça en fait des mots. 1,8 million de mots, c'est ce que vaut une minute de vidéo. Quand vous publiez une minute de vidéo, c'est comme si vous aviez prononcé 1,8 million de mots.
ça vous donne un petit peu un aperçu du contenu que ça peut générer la vidéo. Là, même chose, hein. Ça, c'est pas un chiffre sorti de nulle part. C'est ce monsieur, James McQueevy, vice-président et directeur de la recherche pour Forrester. Alors, Forrester, c'est un cabinet d'études et c'est un cabinet de conseil. Alors, depuis l'affaire McKinsey, les cabinets de conseil, ils n'ont pas bonne pub, pas bonne presse. Mais il faut savoir qu'outre-Atlantique, c'est un des cabinets de conseil les plus influents sur la planète, hein, même, je dirais. Mais on va rester déjà aux États-Unis. C'est un des cabinets d'études les plus influents. Donc, on a une preuve par la recherche, on a une preuve également par les chiffres. Ces chiffres-là, ils sont extraits des réseaux sociaux eux-mêmes. Alors, je mets un petit avertissement sur toutes les données que je vais vous donner au cours de ce webinaire. La source type, la source originelle des chiffres, je ne vous la donne pas parce que c'est tellement recoupé que pour aller trouver le média ou le cabinet d'études ou etc. Enfin, la source originelle, c'est des heures et des heures de recherche. Cependant, tout ce que je vais vous montrer là, je vous invite fortement à faire vos propres recherches sur Google. Vous allez tomber sur les mêmes choses. Voilà. J'espère, en vous disant ça, j'espère vous rassurer un peu sur la pertinence des chiffres. Ça, c'est extrait des réseaux sociaux eux-mêmes. Sur YouTube, tous les jours, 1 milliard d'heures de vidéos visionnées. Tous les jours. En 2020, le trafic vidéo, ça représentait 84% du total des contenus diffusés sur Internet. On peut absolument tout mettre sur Internet. 84% de ce tout, c'était de la vidéo. Ça c'est très intéressant quand on est commerçant, indépendant, artisan et qu'on a un site web. Si vous mettez une vidéo, 80% des visiteurs du site vont s'arrêter pour regarder la vidéo. Si vous mettez que du texte, par exemple, il n'y a que 20% des visiteurs qui vont s'arrêter. Et ça, pareil. Tout à l'heure, Lilian vous parlait de référencement naturel sur les sites web. Ben, une très bonne manière d'augmenter le référencement naturel de votre site, c'est de mettre une vidéo à l'intérieur parce que ça augmente de 53% les chances d'apparaître en première page de Google. Et là, on n'a pas fait appel à une entreprise spécialisée dans le référencement, on a juste mis une vidéo sur son site web. Je ne vous abreuve pas de chiffres, on va rester là-dessus parce qu'on pourra en sortir des centaines, ce n'est pas forcément nécessaire. Là, je pense que déjà, c'est assez parlant. En dernier lieu, je vous parle de la preuve par les tests AB. Est-ce que quelqu'un... Ouais, je suis d'accord avec vous. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est qu'un test AB? Et ce qui serait intéressant, c'est de savoir s'il y en a parmi vous qui ont déjà utilisé les tests AB pour leur entreprise. Oui. Oui, oui, vous l'avez utilisé? Pour des clients notamment. Super. Impeccable. Bon, je vois qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont bien dans le sujet. Là, c'est chouette ça. Donc, effectivement, un test AB, c'est une méthode qui permet de tester plusieurs versions de votre page web. Ça peut être là, pas une seule page sur un site, ça peut être le contenu du site. Et on va tester différentes versions pour connaître la plus performante et évidemment utiliser la plus performante sur son site. Alors, je vous donne un exemple assez bateau pour qu'on comprenne bien. Ici, vous avez un site d'annonce assez connu. Je suis désolé. Siri, tu te tais. Vous avez donc deux annonces. Le contenu de l'annonce, il est strictement identique. On vend la même chose. La seule différence entre les deux, c'est au niveau visuel. On fait un petit vote, mais qui pense que c'est l'annonce de gauche qui va remporter, je dirais, le plus de conversions ou l'annonce de droite? Bon, écoutez, tout le monde vote pour l'annonce de gauche. C'est effectivement l'annonce de gauche. Est-ce que vont... Alors ça, c'est hyper facile à comprendre, je pense que vous l'avez tous. Hein. La différence, l'élément prépondérant qui va faire que l'annonce de gauche est
Et la plus sollicitée, c'est l'apport de photos sur le produit à vendre. Ça, tout le monde a compris. Maintenant, je vais vous donner un autre exemple qui va vous concerner sans doute. Ça, c'est les formulaires de renseignement qu'on trouve sur tout site web. La différence entre les deux, la seule, c'est que sur le formulaire de gauche, vous avez le logo d'un organisme de certification. Vous savez, ces organismes qui certifient que vos données ne seront pas piratées. Donc, je vous repose la question. À votre avis, quel est le formulaire qui va remporter le plus de conversions? Ok, tout le monde vote pour le gauche. Avez-vous le même exemple en français? Oui, alors en français, bon, c'est pas bien compliqué, vous allez voir. Ça, c'est le prénom, ça, c'est le nom, l'email, votre code postal et votre téléphone. Alors, tout le monde a voté pour gauche, ben, perdu. Voilà, c'est le formulaire de droite. Alors, pourquoi c'est le formulaire de droite? Ben, tout simplement parce que le logo de l'organisme de certification, quand vous allez sur un site web et que vous tombez là-dessus, les visiteurs du site, indirectement, intrinsèquement, quand ils vont voir le logo, ils vont penser à coordonnées de carte bancaire. Relatif à l'emploi de la langue française. D'accord. C'est un exemple, Philippe. Hein, c'est juste un exemple trouvé sur de site web. Hein. Bref, je continue. Donc, ce logo, voilà, il renvoie mécaniquement, c'est une mécanique mentale, il va renvoyer à coordonnées de carte bancaire. Ouh là là, je ne veux surtout pas qu'on me prenne mes coordonnées de carte bancaire. Donc, je n'ai pas confiance, je ne clique pas sur ce formulaire. C'est donc le formulaire de droite qui va remporter le plus de conversions. Si on ne réalise pas de test AB, ce genre d'infos, on passe à côté. Et vous voyez, tout le monde pensait que c'était le formulaire de gauche. Alors, pourquoi je vous dis ça? Ben parce que les tests AB, ils ont démontré qu'une page qui contient une vidéo, elle permet de convertir 60% d'internautes en plus. C'est pas rien. C'est pas rien. Donc, vous voyez là, encore une fois, la pertinence de la vidéo, du format vidéo, dans votre communication, que ce soit à travers les sites web ou à travers tous vos supports de communication. Donc, voilà pour l'épreuve, j'en arrête là. L'idée, c'était de vous montrer à quel point la vidéo, elle est puissante dans la communication. Et avec ces différentes preuves, on a quand même des éléments assez probants. Maintenant, je vais vous parler des réseaux sociaux. Donc, comme je vous disais en introduction, la vidéo, c'est bien. C'est un super format. On a vu que c'était la championne des médias. Maintenant, si on la garde chez soi, ben, elle ne sert à rien. Donc, il faut la diffuser. Il faut essayer de toucher vos cibles. Et pour ça, on va s'appuyer sur les réseaux sociaux. Donc, pourquoi réseaux sociaux? Pourquoi je vous parlerai que de ça aujourd'hui? Ben, parce que voilà, en 2023, les réseaux sociaux, c'est une véritable révolution dans la communication. Et si vous devez communiquer, il va vraiment falloir que vous passiez par ce genre de vecteur. Alors, les réseaux sociaux, ils nous connaissent mieux que nous-mêmes. Donc ça, c'est 2 étudiants à l'université de Cambridge qui, pour valider leur année, ont réalisé une étude qui a pris 2 ans. Hein. Et au cours de cette étude qui a pris 2 ans, ils ont compilé les informations distillées par les réseaux sociaux eux-mêmes, hein, c'est transparent. Et ils en sont arrivés à plusieurs conclusions assez étonnantes. 68 likes suffisent à Facebook pour déduire vos caractéristiques principales. Et 68 likes, pour ceux qui utilisent Facebook, vous verrez que c'est assez rapide, hein, ça va très vite. Pour les gros consommateurs, c'est peut-être même l'histoire d'une journée. À partir de 70 likes, on considère que le réseau social, il en connaît plus sur vous que vos proches amis. Ce n'est pas du maraboutisme, hein, c'est 2 ans de recherche de la part de ces étudiants. À partir de 150 likes, on pense que Facebook en connaît plus sur vous que vos propres parents. C'est dingue. Et là, regardez. À partir de combien, à votre avis, on estime que Facebook vous connaît plus intimement que votre propre conjoint?
On y est presque. Bonne réponse de Lucie Séguier. À partir de 300 likes, Facebook vous connaît plus intimement que votre propre conjoint. Ça, c'est le genre d'information qu'on a besoin de connaître. Vous ne pouvez pas passer à côté en tant que professionnel parce que ça vous donne la puissance de ce réseau social notamment. S'il en sait plus que votre propre conjoint, si vous savez communiquer via Facebook, vous allez réussir quand même à toucher un maximum de monde et à toucher de façon pertinente. Ce sont également des chiffres inégalés et inégalables, les réseaux sociaux. Là, je vous ai mis donc ce graphique qui a été réalisé par l'agence TIS en 2022, en janvier 2022. Donc, vous voyez, on est vraiment pas loin dans le temps. Alors, sur ce graphique, on s'aperçoit que Facebook, par exemple, qui est toujours aujourd'hui le réseau social le plus utilisé en France et sur la planète, c'est 40 millions d'utilisateurs. 40 millions d'utilisateurs, ça veut dire plus que la population active française. Et dans le monde, c'est 2,9 milliards d'utilisateurs. Quand je dis des chiffres inégalés, si on reprend le cône de Dale, la pyramide d'Edgar Dale, dans les différents moyens qu'on avait de communiquer, jamais aucun média n'a pu obtenir ce genre de chiffres. Le gap, il est énorme en fait. Donc là, vous avez une liste de différents réseaux sociaux. Vous pouvez voir que au total, ça représente plus que la population mondiale. Hein. Bon, ce qui s'explique très facilement par le fait qu'on peut avoir plusieurs comptes, voire même plusieurs comptes sur un même réseau social ou un compte sur plusieurs réseaux sociaux. Mais imaginez transposer ça avec la presse. Bon, vous pouvez acheter 4 journaux hein, le matin pour les lire. Maintenant, est-ce qu'on va réussir à mettre 2,9 milliards de personnes sur le même journal, le même jour, à travers la planète? Voilà. Vous tenez une des réponses pour laquelle les réseaux sociaux constituent une petite révolution. En parlant de révolution, regardez. Le réseau social le plus plébiscité en 2011, c'était Twitter. Et Twitter, il apparaît tout en bas du classement. Alors, petite information, Twitter, à ses débuts, ne permettait pas l'import de vidéos. C'était un média où on ne pouvait rentrer que du texte et on était même limité dans les caractères. On est toujours limité dans les caractères. Pour moi, il manque le bas de la peau. Ah. Peut-être un petit problème de réglage de taille d'écran, hein, Patrick. Je ne sais pas si les autres l'ont ou pas. Mais... Enfin, voilà, Twitter, c'était le réseau social le plus plébiscité. C'est pas grave, je vous donne l'information à l'oral. Hein. Donc en bas, ce que vous ne voyez pas, c'est Twitter, qui fait en France en 2022 10,5 millions d'utilisateurs et 211 millions d'utilisateurs sur la planète. Twitter, il est né en 2006. 5 ans plus tard, c'était le réseau social le plus publicité. TikTok, c'est né 10 ans plus tard, en 2016. 10 ans plus tard. Et en 6 ans, ils ont converti sur la planète 1 milliard d'utilisateurs, soit 5 fois plus que Twitter. La différence entre ces deux réseaux sociaux, c'est que TikTok ne propose que du contenu vidéo. Et quand vous regardez la liste des réseaux sociaux, ici, à l'exception de WhatsApp, je dirais qu'il est plutôt une application de messagerie plus que du réseau social, en ce sens où vous, en tant que commerçant, vous n'allez pas pouvoir faire de publicité sur WhatsApp. Mais quoi qu'il en soit, tous les réseaux sociaux aujourd'hui que vous voyez là proposent l'import de vidéos. Ils s'y sont tous mis, y compris Twitter. Là, diapo suivante. Alors, on est un an avant, on est en 2021, et là, on est uniquement en France. Donc, ça reprend, c'est à peu près la même chose que la diapo précédente. Les chiffres bougent, c'est normal puisqu'on est un an avant. Je vous ai mis celle-là, pourquoi? Parce que sur la diapo précédente, n'apparaissait pas un monstre des réseaux sociaux qui est YouTube. YouTube, c'est que de la vidéo. Sur Facebook, vous pouvez mettre du texte, vous pouvez mettre des photos, vous pouvez mettre des vidéos, vous pouvez mettre des sondages, vous pouvez mettre un tas de choses. Sur YouTube, vous ne pouvez mettre que de la vidéo.
Eh ben, YouTube, il fait autant d'utilisateurs en France que Facebook. Voilà. Encore une fois, c'est pour vous dire à quel point la vidéo trust la communication. Là, je vous ai mis ça parce que peut-être que dans votre stratégie commerciale, à moins que vous soyez niché, que vous vendiez de l'appareillage paramédical pour des personnes âgées, voilà, et que vous ayez vraiment une niche particulière. Sinon, on va essayer de regarder ce qui va se passer à l'avenir. On va essayer de s'intéresser à la jeunesse qui monte, aux futurs consommateurs. Et sur ce graphique, on peut s'apercevoir que par Internet, voilà, les moins de 35 ans, c'est par Internet qu'ils vont chercher toute l'information. On est bien sûr accès à l'information, donc on parle de tout type d'information. Ah, très bien. Merci Quentin pour la précision. Sur les 35 ans et plus, on est encore sur la télévision, mais Internet est en train de pousser. Et pour les 35 ans et plus, on va pouvoir pondérer un petit peu le chiffre parce que si vous prenez ce qu'on appelle le 3e et 4e âge, des personnes qui n'ont pas grandi avec, enfin pas grandi, qui ont découvert tardivement les réseaux sociaux, ceux qui ne connaissent même pas qui ne connaissent même pas les réseaux sociaux eux-mêmes, le chiffre il va vite s'effondrer. 35 ans et plus, on est donc sur 35 ans et puis la plus vieille personne sondée. Donc voilà, cette diapo est intéressante pour ça. On s'aperçoit que tout est en train de passer par Internet. Et ah, j'ai changé son vouloir. Enfin bref, voilà. Et par Internet, vous allez voir que les réseaux sociaux, ça passe obligatoirement par Internet. C'est vraiment le vecteur qu'il va falloir utiliser en 2023. Ici, je vous ai mis ça pour vous montrer que les réseaux sociaux, ils se sont parfaitement adaptés aux consommations, aux usages et aux consommations des socionautes. Donc, socionautes, c'est le terme qui a été déterminé pour les utilisateurs des réseaux sociaux. On s'aperçoit que l'appareil le plus utilisé pour accéder aux réseaux sociaux, c'est le téléphone. En même temps, c'est le seul appareil que vous avez en permanence avec vous, je pense, dans la liste. Et le téléphone, c'est l'appareil qui sera le plus privilégié pour regarder des vidéos courtes. Donc ça, c'est pareil. C'est le genre d'information, quand on veut communiquer, qu'il faut absolument prendre en compte. Donc voilà pour les réseaux sociaux. Je vous donne ces chiffres pour enfoncer le clou sur le fait qu'ils sont en train de bouffer toute la communication mondiale et qu'il faut absolument y penser. D'accord, Philippe. Il faut absolument y penser quand vous allez communiquer. Donc maintenant qu'on a vu les deux, le format vidéo et les réseaux sociaux, on va voir comment on combine les deux pour obtenir... Je vous répondrai après, Lucie, il n'y a pas de problème. On va voir comment on combine les deux pour essayer d'être le plus performant possible. Donc là, c'est pareil. Je m'appuie sur des gens qui ont cherché, quoi. Je suis allé chercher des informations et j'ai trouvé ce monsieur qui est toujours vivant, Richard Meyer, professeur de psychologie à l'Université de Californie. Alors lui, de quoi il va nous parler? Il va nous expliquer un petit peu comment on peut diffuser l'information. Alors attention, là c'est pareil. Ce que je vais vous dire, c'est propre à la communication, c'est propre à la communication publicitaire que vous allez pouvoir faire, vous, dans votre secteur d'activité. Parce que là, on parle de diffusion d'informations et ça marche également, par exemple, pour l'apprentissage. Ce que je vous dis là pour la publicité sur votre activité, ça ne marche pas forcément avec l'apprentissage. Gardez bien à l'esprit qu'on parle de communication commerciale. Nous, hein. On essaie, en tant que chef d'entreprise, on essaie de se faire connaître, on essaie de communiquer sur notre activité. Richard Meyer, il a étudié les moyens de diffuser l'information. On distingue deux types de diffusion cognitive, je dirais, qui font appel donc aux capacités du cerveau, la méthode synchrone et la méthode asynchrone. En termes de communication commerciale, qu'est-ce que ça peut représenter? La méthode synchrone, ça va être la publicité à la télé.
La méthode asynchrone, ça va être une vidéo sur les réseaux sociaux. Alors, en quoi ça diffère? Une publicité à la télé, c'est une information qui est dispensée dans un espace-temps défini. Donc, la publicité, elle est programmée, elle passe à une heure fixe, elle passe sur une chaîne donnée. Si vous n'êtes pas devant au moment où la publicité passe, vous ne la voyez pas. Elle représente un flux continu, et un flux continu, c'est une surcharge cognitive pour le cerveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la publicité, elle va passer. Si vous n'avez pas compris quelque chose dans la publicité, vous n'avez pas le temps de vous arrêter sur ce que vous n'avez pas compris parce que la publicité, elle continue. La vidéo défile et à la fin de la vidéo, on passe à autre chose. Cette surcharge cognitive, elle va être générée par ça, par une incompréhension à un moment dans la vidéo et vous n'avez pas le temps de traiter cette incompréhension. Une publicité à la télé, vous n'avez aucune interaction possible dessus. À part la regarder, vous ne pouvez rien faire d'autre. Sur les vidéos qu'on poste sur les réseaux sociaux, l'information est consultable à tout moment. Alors pourquoi? Parce que les réseaux sociaux, ils sont malins et ils ont créé dans leurs algorithmes la possibilité d'inclure une publicité dans votre fil d'actualité. Elle n'a pas d'espace-temps défini. Oui, tout à fait. Elle n'a pas d'espace-temps défini. Moi, je vais dérouler le fil d'actualité de mon réseau social, je vais voir la publicité. Mon voisin le fait une demi-heure après, il verra la même publicité. Donc ça, c'est une, pareil, c'est une véritable révolution dans la manière de communiquer parce qu'on va aller chercher directement notre cible. Le flux discontinu. Pourquoi? Parce que quand vous regardez une vidéo sur un réseau social, vous pouvez l'arrêter, la vidéo. Vous pouvez la mettre en pause, vous pouvez la revoir plusieurs fois, vous pouvez la remettre, la rembobiner, accélérer, etc. Vous avez le contrôle sur la vidéo. Et donc, cette surcharge cognitive qui aurait pu arriver à un moment donné, tiens, il y a quelque chose que je n'ai pas compris, vous avez la possibilité d'arrêter la vidéo à ce moment-là, d'essayer de comprendre, de laisser le temps au cerveau de comprendre ce que vous venez de voir, et puis la relancer derrière. Et enfin, autre révolution des réseaux sociaux, les interactions. Aujourd'hui, un contenu vidéo, mais je dirais même n'importe quel contenu sur les réseaux sociaux, on peut interagir dessus. On peut manifester aujourd'hui, alors on parle de like, mais vous savez qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on peut également ne pas aimer, enfin on peut manifester son sentiment sur la communication qu'on vient de voir, on peut la commenter et on peut avoir une discussion avec la personne qui a posté la vidéo. Cette notion d'interaction, c'est ce qui change énormément dans la manière dont vous allez pouvoir diffuser votre information et dans la manière dont elle va être reçue par ce qu'on appelle le récepteur. Et ça, le professeur Meyer, il les a chiffrés. Voilà. Il a chiffré la taille des effets que représente un format d'apprentissage sur le cerveau, on va dire. Le format vidéo, donc, qui représente en fait, quand on dit format vidéo, c'est le multimédia, donc le multisensoriel. C'est ce qui a l'effet le plus important sur l'apprentissage multimédia, sur l'apprentissage, pardon, des personnes. Là, on parle donc de vidéo, par exemple. Mais regardez, si on poste une vidéo sur les réseaux sociaux, on crée de l'interaction, on laisse la possibilité au récepteur d'agir et d'interagir avec la vidéo, et on va cumuler respectivement les deux effets les plus pertinents sur le cerveau. Donc là, encore une fois, vous avez une preuve scientifique qui a été travaillée par M. Meyer. Une vidéo postée sur un réseau social, elle va beaucoup plus impacter votre récepteur qu'un autre média. Et ça, on le retrouve sur la pyramide d'Edgar Dale. Tout à l'heure, on a vu donc que regarder une vidéo, c'était le moyen le plus puissant de communiquer. Et si cette vidéo, je la poste sur un réseau social, je franchis la barrière entre les médias et l'humain. Parce que je vais pouvoir générer des interactions et je vais pouvoir discuter avec mon ou mes récepteurs. Donc, si je récapitule, j'utilise la vidéo qui est la championne des médias. J'utilise les réseaux sociaux qui sont aujourd'hui le vecteur de diffusion d'informations le plus puissant sur la planète.
avec l'association des deux, j'obtiens forcément quelque chose d'extrêmement puissant. Alors, pour faire plaisir à Philippe, je vais vous remettre des chiffres qui sont issus des réseaux sociaux eux-mêmes pour appuyer ce que je viens de vous dire. Sur Facebook, vous avez 75 millions de connexions par jour. Et sur les 500 contenus qui ont généré le plus fort taux d'engagement, il y en avait 405 qui étaient des vidéos. Sur YouTube, en France, tous les jours, vous avez 44 millions de personnes. Tous les mois, pardon. 44 millions de personnes. Donc, encore une fois, plus que la population active française. Alors, attention, quand on dit 44 millions de personnes, ce sont des comptes dits certifiés, c'est-à-dire que, vous savez, il y a une notion de majorité, etc. Enfin, YouTube vérifie beaucoup les comptes. Et comment dire, la façon dont on va créer son compte. Donc, c'est ce qu'ils appellent des comptes certifiés. Et alors, celle-là, je vous l'ai mis en dernier parce que c'est la plus intéressante. Instagram. Les vidéos génèrent 2 fois plus d'interactions que les autres médias. Instagram, c'est un réseau social qui est créé au départ pour la photo et uniquement pour la photo. Eh bien, les vidéos, elles génèrent 2 fois plus d'interactions que la photo. Pour les raisons qu'on a citées plus haut. Donc, on vient de voir comment on pouvait associer le maximum, je dirais, d'effets positifs pour obtenir une communication puissante. Et on va s'appuyer sur un autre fait révolutionnaire des réseaux sociaux, qui est la viralité. Voilà. Alors, je pense que je ne vous l'apprendrai pas. Comme disait mon chef avant, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Donc, on va en parler. La viralité, c'est quoi? C'est je poste ma vidéo auprès de ma communauté. Cette communauté va elle-même republier ma vidéo, alors pas tous, hein, forcément, et ainsi de suite. Et on va obtenir en fait un vecteur exponentiel de diffusion de notre vidéo. Ça, c'est pareil. C'est possible aujourd'hui uniquement avec les réseaux sociaux. Ça marche depuis la nuit des temps, c'est ce qu'on appelle le bouche à oreille. La portée entre le bouche à oreille et la viralité des réseaux sociaux, c'est pas du tout la même par contre. Et là, encore une fois, c'est une scientifique française cette fois-ci qui nous en parle. Donc cette dame, bon, je vous laisse lire, elle est directrice scientifique et pédagogique, etc. Donc quelqu'un de notoriété, je dirais, un peu plus que moi en tout cas, qui nous parle du marketing viral, et c'est un petit peu l'objet, en fait, pour nous entrepreneurs de la communication. L'objectif du marketing viral, c'est de capter l'attention le plus rapidement possible et engendrer des émotions dites actives, qu'elles soient positives ou négatives. Parce que c'est l'engagement émotionnel qui déclenche la décision et l'action de partage. Ça, on va le retrouver dans le commerce, par exemple, avec ce qu'on appelle la vente à chaud. Vous allez dans une concession automobile, on ne va pas vraiment vous laisser le temps de réfléchir. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de déclencher l'acte de vente à chaud. Et c'est un petit peu la même chose qu'on va faire avec notre communication sur les réseaux sociaux. Voilà pour ça. Maintenant, on va voir comment on peut construire une vidéo. Pour essayer de nager dans le flux de vidéos qu'on peut voir aujourd'hui sur les réseaux sociaux où on trouve tout et beaucoup de n'importe quoi. Alors, là, c'est pareil. Moi, je vous donne en tant que vidéaste les éléments qu'on peut mettre pour qu'une vidéo soit impactante. Il n'y a pas de vérité absolue. Hein. Il n'y a pas de vérité absolue. Voilà ce que moi, aujourd'hui, on peut proposer dans le monde de la vidéo. Après, je ne vous dirai pas, voilà. Si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de souci, quoi. Il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre. Voilà, c'est des éléments sur lesquels il faut vous appuyer pour essayer d'avoir quelque chose qui corresponde à ce que vous souhaitez. En premier lieu, il faut réfléchir à une stratégie de communication. Le problème de la vidéo, c'est que c'est l'aboutissement d'un processus. Et souvent, on prend la chose à l'envers. C'est-à-dire qu'on veut une vidéo, mais on ne sait pas quoi en faire finalement. On ne sait pas comment la publier, on ne sait pas où la publier, on ne sait pas où la mettre dans un calendrier éditorial, on ne sait pas la relier à d'autres éléments de communication que vous avez programmés. Donc, en premier lieu, ce qui est hyper important, c'est de réfléchir à une stratégie de com. En deuxième lieu, alors ça, c'est un retour d'expérience que moi j'ai eu, ayez un message clair.
Parce que j'ai malheureusement eu des clients qui me disent « À me payer une vidéo, vous allez m'en mettre le maximum. » Ouais, mais c'est contre-productif. Si vous brouillez le message, on ne va plus comprendre à quoi elle sert cette vidéo. Donc, il faut absolument avoir un message clair quand on veut communiquer. On le fait déjà à l'oral, on le fait à l'écrit. Eh bien, c'est exactement pareil en vidéo. Voilà, il faut éviter absolument, il faut bannir les vidéos fourre-tout. Vraiment, il faut vraiment les bannir. C'est absolument contre-productif. Autre chose très importante, la vidéo, c'est bien, mais si la vidéo elle n'est pas accompagnée d'un son propre, elle ne sert à rien, elle ne sera pas vue. Il faut savoir que dans le ventre de sa mère, de notre mère, on entend avant de voir, avant tous les autres sens, c'est l'ouïe, le premier sens qui s'éveille. Et ça marche quand on regarde une vidéo. Ce qu'on entend, c'est hyper important. Une vidéo avec un son de mauvaise qualité, vous n'allez pas vouloir rester dessus. Quand je dis soigner la bande sonore, c'est également important dans une communication de faire en sorte que la bande sonore, elle soit cohérente avec le message que vous voulez envoyer. Je vous donne un exemple bête, mais si vous vendez de la porcelaine dans un magasin, je ne suis pas sûr que mettre une chanson très rock, un son très rock à votre vidéo, ce soit pertinent. Donc, c'est des choses qu'il faut réfléchir, c'est toujours pareil. Et ce qui va être important, c'est de vous placer du côté du client et pas de votre côté. C'est-à-dire que vous, si vous aimez quelque chose, c'est pas pour autant que c'est exactement ce qu'aiment vos clients. Donc, parfois, je dis à mes clients, la vidéo, elle n'est pas faite pour vous plaire. Elle est faite pour plaire à vos récepteurs, aux personnes auxquelles vous voulez communiquer cette vidéo. Donc, soignez bien la bande sonore. Donnez du dynamisme. La vidéo, c'est le mouvement, c'est ce qui la différencie de la photo. Une vidéo où vous allez vous filmer face caméra sans bouger, c'est contre-productif. Vous utilisez un média qui est basé sur le mouvement, et sur la vidéo, il n'y a aucun mouvement. Donc, il faut essayer de donner du dynamisme. Alors, le dynamisme, ce n'est pas forcément de bouger dans tous les sens devant la vidéo. Si vous voulez passer un message et vous filmez face caméra, vous pouvez entrecouper le plan où on vous voit avec des plans de ce que vous faites, des plans du produit que vous proposez, de votre process, tout un tas de choses. Il faut essayer voilà, de donner du dynamisme pour qu'on aille jusqu'au bout de la vidéo, qu'on ne s'arrête pas en plein milieu en disant « bon, on la voit face caméra en train de parler, c'est bien, mais bon, au bout d'un moment, je m'ennuie ». Oui, Lucie. Mais vous avez remarqué que Combini, dans le format, ils sont très dynamiques dans le séquencement des questions, etc. Combini, il soigne également très fortement la bande de son que vous avez derrière, qui est entraînante et qui colle avec le format dynamique, comme ça, où on voit les plans se superposer. Bon, enfin, Combini, ils sont très forts, hein, de toute façon. Là où ils sont forcément très forts, quoi. Créer une vidéo qui vous ressemble. Alors, ça, c'est pareil. C'est un petit retour d'expérience que je peux vous faire. Acteur, c'est un vrai métier. C'est un vrai métier, l'acting. Donc, n'allez pas chercher quelque chose qui ne ressemble pas à votre personnalité. Dans une entreprise, surtout chez nous, quand on va chercher du local, il faut que la vidéo, elle reflète ce que vous êtes. C'est-à-dire que quand je vais rentrer dans votre commerce, si la vidéo que j'ai regardée vous concernant n'est pas du tout en rapport avec ce que je vais voir quand je vais rentrer, avec les personnes que je vais rencontrer, il y a une dissonance, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut rester, voilà, rester dans ce que vous savez faire, essayer de rester le plus naturel possible. Et enfin, ça, je vous le mets en dernier, mais pour moi, ça paraît évident, faites-vous aider. Alors, vous allez dire, oui, cherche à vendre de la vidéo. Oui, je vous dirais, oui, je suis vidéaste, je cherche à vendre de la vidéo. Mais avant toute chose, la communication, c'est un vrai métier. Dans votre domaine d'activité, vous avez certainement passé des diplômes, des formations, vous travaillez au quotidien, vous améliorez chaque jour votre profession, votre activité. La communication, c'est un vrai métier et s'y mettre le soir quand on a tout fini, quand on a fait la paperasse et se dire, bon, ben maintenant, je vais essayer de faire un peu de com, etc. Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur moyen que vous ayez de communiquer de façon efficace. Donc, il ne faut pas hésiter à se faire aider. La vidéo, c'est souvent de l'écriture.
en premier lieu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va raconter une histoire en vidéo. Cette histoire, il faut l'écrire. Il faut l'écrire pour savoir par où on commence, par où on passe et où on finit. Et ce travail d'écriture, ben, vous avez des professionnels autour de vous, de la vidéo ou de la communication, qui travaillent là-dessus au quotidien et qui ont donc peut-être une légitimité et une compétence euh, sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Maintenant, comment est-ce qu'on adapte cette vidéo aux réseaux sociaux? Donc, je vais répondre un petit peu à la question de Lucie tout à l'heure. Vous me demandiez ce qu'on appelait une vidéo courte. Alors, il faut adapter la durée de vidéo à sa cible. Alors, si je me base sur les statistiques des réseaux sociaux, on s'aperçoit que le clic moyen, c'est-à-dire le temps moyen passé par un socionaute sur une vidéo. D'accord. Dis donc, Philippe, il n'est pas content aujourd'hui. Le clic moyen donc, que passent les gens sur une vidéo, c'est 15 secondes. Et à partir de 15 secondes, votre auditoire s'effondre. Arrivé à 1 minute environ, vous n'avez quasiment plus personne sur votre vidéo. C'est comme ça. Ce sont les us et coutumes, ce sont les usages des socionautes. Et c'est comme ça, il faut s'y adapter. Si on pousse un petit peu plus loin, on s'aperçoit qu'au-delà de 3 minutes, l'auditoire remonte. On peut en tirer une conclusion. Si vous faites une vidéo inférieure à 1 minute, vous allez essayer de communiquer auprès de prospects, auprès de gens qui ne connaissent pas forcément votre activité, qui n'ont pas encore été achetés chez vous. Et donc, on va essayer voilà, de communiquer au plus grand nombre, de se faire connaître. Si vous créez une vidéo qui va dépasser 3 minutes, vous allez plutôt fidéliser, vous allez vous adresser à des gens qui vous connaissent déjà et qui acceptent l'idée de passer du temps. Ils ont déjà commandé chez vous, ils ont déjà fait appel à vos services, ils savent ce que vous faites, ils sont contents. Et quand vous allez présenter, par exemple, je ne sais pas, un nouveau process, donc sur une vidéo qui sera un petit peu plus longue, ils vont rester dessus. Entre les deux, il y a un trou, voilà, d'environ 2 minutes. Donc, si vous dépassez la minute, vous prenez le risque que 20, 30, 40, 50% de votre vidéo ne soit pas vue. On a vu tout à l'heure qu'une vidéo, c'est un message. Si on regarde la moitié de vos vidéos, on n'a que la moitié du message. Donc, on adapte sa durée à la cible sur un réseau social, inférieur à 1 minute quand on veut communiquer au plus grand nombre, supérieur à 3 minutes si vous voulez fidéliser votre clientèle. On adapte la diffusion au réseau. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'erreurs qui sont commises quand vous diffusez votre vidéo. Je vais par exemple monter ma vidéo sur YouTube, très bien. Et une fois qu'elle est montée, je vais copier le lien de ma vidéo YouTube et, mettons, le coller sur Facebook, sur LinkedIn, sur Pinterest. Ça, c'est une erreur majeure. Il faut savoir que les réseaux sociaux entre eux, à l'exception de Facebook et Instagram qui appartiennent au même groupe, mais après, ils sont concurrents, les réseaux. Ils ne s'aiment pas. Si vous mettez sur Facebook un lien YouTube, vous faites directement la publicité pour un autre réseau social. Facebook, il n'aime pas ça. Il va descendre votre vidéo en flèche par ses algorithmes. Elle aura beaucoup de mal à remonter. Donc, il faut prendre le temps de monter les vidéos, les uploader directement sur chaque réseau social. Alors, pour ça, il y a des applications gratuites ou payantes qui vont vous permettre de ne pas monter la vidéo une par une sur chaque réseau. Si vous ne voulez pas passer par ces applis, ben voilà, il faut se coller le montage de vidéos sur chaque réseau social. Mais c'est important de le faire parce que vous allez dire, tiens, j'ai posté une vidéo super chouette, elle n'est pas regardée. Et ouais, mais si vous faites de la mauvaise publicité pour le réseau social concurrent, vous n'allez pas y arriver, quoi. Vous n'allez pas y arriver. Les réseaux sociaux vont vous descendre le, le référencement de votre vidéo. Ensuite, on multiplie les canaux de diffusion. Ça, c'est pareil. Donc, ça rejoint ce que je viens de dire. Vous avez plusieurs comptes. À moins que vous adressiez des contenus ou des messages différents selon les réseaux que vous utilisez. Sinon, moi, si j'ai 4 réseaux sociaux que j'utilise quotidiennement, ben, ma vidéo, je vais la monter sur les 4 réseaux sociaux. Voilà. L'idée, c'est ce qu'on appelle imprimer sa marque. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand on l'aura vue partout, cette vidéo, elle va commencer à rentrer dans la tête des gens. Une vidéo, comme toute communication, les one-shots, ça ne marche pas. Si vous communiquez une seule fois, bon, c'est bien, on va voir la vidéo, on trouve ça cool, et puis après, on vous oublie. On vous oublie parce qu'on l'a vu qu'une seule fois.
Alors, utilisez la redondance, pas forcément sur le même réseau social où ça fait un peu spam, quoi. Ça fait un peu, vous voyez, les publicités qui reviennent tout le temps, on finit par les bannir. Par contre, si vous utilisez différents supports de diffusion, canaux de diffusion, vous allez augmenter la portée théorique de votre vidéo. Ça passe par les réseaux sociaux, ça passe par les écrans que vous pouvez avoir dans des showrooms. Je pense par exemple aux constructeurs de maisons qui ont souvent dans, euh, dans leur showroom, ou du moins dans leur bureau, des écrans sur lesquels ils diffusent les chantiers qu'ils ont réalisés. Donc ça passe par ça. Ça passe par votre site web. Ça passe par tous les moyens que vous avez de diffuser une vidéo. Ne vous cantonnez pas à Facebook parce que c'est le réseau social que vous utilisez le plus. Ensuite, on l'a vu tout à l'heure, l'idée d'une vidéo, c'est d'engendrer des émotions. Alors ça, je ne vais pas pouvoir entrer dans le détail parce que c'est propre à chaque activité, c'est propre à chaque personnalité, c'est propre à chaque identité. Quand vous allez monter votre vidéo, il faut éviter de faire quelque chose qui soit tout plat. Voilà, il va falloir engendrer des émotions. Alors, vous avez par exemple les concessionnaires automobiles, les constructeurs automobiles qui l'ont très bien compris, qui vont vous parler de la voiture, mais qui vont derrière vous parler d'une émotion. Le grand air, voilà, la quiétude au grand air, ou bien quand on vous vend une vidéo, une voiture, pardon, bien plus sportive, on va être sur des choses beaucoup plus dynamiques qui vous font réagir émotionnellement. C'est quelque chose, on l'a vu tout à l'heure, qui va engendrer l'interaction. Et donc, c'est ce qui vient après. Il va falloir générer des interactions, du like. Alors, il faut savoir, par exemple, que aujourd'hui, sur les réseaux sociaux tels que Facebook ou LinkedIn, le partage de vidéos augmente le référencement de la vidéo plus que le like ou le commentaire. Donc, pensez à ça, quoi. Pensez à essayer de générer des interactions. Appuyez-vous sur votre communauté, appuyez-vous sur les gens qui vous entourent en veillant à ce qu'ils repartagent votre communication pour que ça puisse monter le plus possible. Et enfin, alimenter le dialogue. Alors ça marche pour la vidéo, mais ça marche pour tout. Aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises qui basent leur légitimité, je dirais, sur les avis Google. Et puis parfois, sur les avis Google, vous recevez un avis négatif. Et c'est normal, vous ne pouvez pas faire 100% de clients satisfaits. Un avis négatif, il ne faut jamais le laisser sans réponse. Et l'idée, elle n'est pas forcément d'essayer de se défendre à tout prix, mais l'idée, elle est d'entrer en dialogue avec la personne qui est mécontente. Ça marche aussi quand on est content. Donc, quand vous postez une vidéo sur un réseau social et que vous obtenez des commentaires, il ne faut pas hésiter, il faut même de préférence alimenter le dialogue et parler avec ces personnes. Ça peut être simplement leur dire merci. Cette interaction, elle va vous permettre de fidéliser les gens avec qui vous communiquez. Alors, pensez-vous que la vidéo doit être diffusée de manière indifférenciée sur les réseaux sociaux ou bien avec des contenus différents sur les réseaux sociaux, sa cible? Je n'ai pas très bien compris votre question, Aude. La vidéo, moi, comme je disais tout à l'heure, elle s'inscrit dans une stratégie de communication. Donc, soit elle va interagir avec d'autres vidéos que vous avez, soit avec du mix, ce qu'on appelle le mix, donc du texte, de la photo, etc. Vidéo, même contenu sur tous les réseaux sociaux. Si vous en avez une sur le moment, si vous faites par exemple quelque chose qui correspond à une période, ou des vidéos, contenus différents en fonction des réseaux sociaux. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de vérité absolue. Les deux fonctionnent très bien. Si vous êtes bijoutier et que vous approchez de la Saint-Valentin, vous allez peut-être marteler la communication sur un produit et un seul produit que vous voulez mettre en avant à la vente avant la Saint-Valentin. Sinon, effectivement, je ne sais pas, je n'ai pas d'exemple là précis en tête, mais on peut également diversifier les contenus, évidemment. De toute façon, une même vidéo, si vous la postez pendant 6 mois, au bout d'un moment, on s'en fout. Voilà. Donc, il va forcément falloir qu'il y ait de la nouveauté. Ça ne passe pas forcément que par la vidéo, ce que je vous disais là tout à l'heure. Ça peut également passer par du mix, donc différents outils de communication. Vous pouvez faire une vidéo et un mois plus tard reparler de cette vidéo, mais par le biais d'une photo, par le biais d'un texte, par le biais d'un sondage, est-ce que vous avez aimé la vidéo, etc. Et il faut alimenter comme ça. Eh bien, content d'avoir répondu à votre question.
Donc, voilà comment on adapte la vidéo aux réseaux sociaux. Donc, voilà, je vais vous donner un exemple de ce que nous, on fait dans la société. On a créé une capsule, ce qu'on appelle une capsule vidéo, qui est un format adapté aux socionautes. Donc, on a choisi donc, de faire une vidéo inférieure à 1 minute pour qu'elle soit facilement consommable, c'est-à-dire que voilà, on ne va pas forcément chercher à cibler, à fidéliser pardon, les gens, on va chercher à communiquer. Moi, j'ai une entreprise de communication. Ce qui m'intéresse, voilà, c'est d'essayer de communiquer au plus grand nombre. Elle est diffusable sur tout support. Alors pourquoi je dis ça? Je vous disais tout à l'heure qu'il fallait monter les vidéos sur chaque réseau social. Sachez qu'à l'heure actuelle, encore, bon, ça va peut-être changer, c'était dans les tuyaux, mais pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles. Mais Instagram limite la vidéo à 1 minute pile. Ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Parce que si vous voulez publier cette vidéo, une vidéo que vous avez qui fasse 1 minute 20, mettons, sur Instagram, vous allez perdre 20 secondes. Et ce n'est pas acceptable puisqu'on a vu précédemment qu'une vidéo égale un message et on ne peut pas se permettre de couper ce message. Donc, nous, on a fait le choix de faire une vidéo inférieure à 1 minute pour qu'elle puisse être diffusée à la fois sur Instagram et sur tous les autres réseaux sociaux. La deuxième raison, c'est que je vous ai dit tout à l'heure que le clic moyen, c'était 15 secondes. Le socionaute passe en moyenne 15 secondes sur une vidéo. Et donc, plus on va s'éloigner de ces 15 secondes et plus on va perdre de l'auditoire. Donc, nous, on a décidé de limiter à 1 minute maximum la vidéo, sachant que de façon professionnelle, moi, je monte les vidéos par rapport aux bandes de son. Et donc, on ne va pas donner une durée fixe à la vidéo, c'est le son qu'il y a derrière qui va délimiter la durée de la vidéo. Alors, elle est mise en ligne sous 48 heures. Voilà. Alors ça, c'est pareil. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de mettre en ligne dans un délai très court? C'est parce que ça nous permet de répondre à de l'actualité, notamment. Vous avez quelque chose, je dirais, vous avez quelque chose d'imprévu dans l'actualité. Vous vous dites, tiens, ça correspond à ma secteur d'activité. Il y a un moyen de communiquer dessus. Il faut un format qui puisse être mis en ligne très rapidement. Là, actuellement, c'est la Coupe du monde de rugby, mais tout le monde savait qu'elle allait avoir lieu. Donc, on peut préparer ça comme. Demain, vous avez un événement imprévu qui apparaît dans les médias. Vous vous dites, tiens, je pourrais rebondir dessus. Il faut un format qui soit rapidement exploitable. Voilà. Et donc, c'est un format modulaire. Bon, ça veut dire que, je vais vous l'expliquer juste après, ça veut dire qu'il faut essayer d'être malin dans sa communication. Donc, pourquoi un format modulaire? On a donc cette capsule qui, pour moi, va représenter à peu près 1 jour et demi de travail pour pouvoir la livrer. Donc, c'est comme je vous disais, c'est de la communication assez rapide et courte. Et pendant cette journée, pendant cette demi-journée de tournage, c'est 4 heures de tournage. Pour une vidéo qui fait moins d'1 minute, on va évidemment ne pas utiliser les 4 heures de rush. Ça tombe sous le sens. Donc, derrière, je vais pouvoir réutiliser des images que moi j'ai prises pendant le tournage, mais que je n'ai pas mis au montage, pour créer du teasing. Donc, des vidéos qui vont me faire 15 à 20 secondes et qui vont rappeler la capsule, c'est-à-dire la vidéo en elle-même. Le reste, c'est que du teasing. Comme les bandes annonces que vous avez pour un film qui va sortir au cinéma, vous voyez passer plusieurs extraits du film, il y a des montages comme ça qui donnent envie d'aller voir. Ça marche dans les deux sens, vous allez voir après. Et c'est en ça que la capsule, je dirais, elle est modulaire. On va essayer d'exploiter au maximum les images et la communication. Pour que vous puissiez comprendre tout ça, je vais vous présenter 3 vidéos qu'on a réalisées qui font toutes moins d'1 minute. Et ensuite, une fois que vous aurez regardé les 3 vidéos, je vais vous expliquer comment on peut les utiliser pour essayer. Alors là encore, il n'y a pas de vérité absolue. Ça, c'est la façon dont moi je travaille. C'est juste pour vous donner des pistes pour que vous puissiez vous-même utiliser le format vidéo. Olivier? Olivier? Oui? Je crois que vous avez oublié de cocher la petite case tout à l'heure parce qu'on n'a pas le son. Pardon? Je crois que vous avez oublié de cocher la petite case tout à l'heure parce qu'on n'a pas le son. Oh merde. Il va falloir ressortir le truc. Voilà. Non, ne vous inquiétez pas, c'est un problème technique avec Zoom qu'on a, qu'on a résolu avec Olivier. Mais voilà, c'est spécifique à la vidéo. Mais il fallait cocher une toute petite case. Ça va rentrer dans l'ordre.
Alors, du coup, on va revenir sur la première. Voilà, deuxième vidéo. Non. Là. Bonjour Thomas. Bonjour Ophélie. Tout d'abord, merci de vous prêter au jeu pour cette interview. Pourquoi avoir choisi Hyundai? Pour nous, on voulait faire l'acquisition de plusieurs véhicules, notamment électriques. Et nous avons choisi cette marque par rapport au véhicule Ioniq 5 qui nous plaisait beaucoup. Question très importante, pourquoi avoir choisi l'électrique? Pour nous, c'était important pour notre société Sagesse de mettre en avant l'image écologique et notamment les intérêts aussi fiscaux sur les achats d'un véhicule électrique. Quelle a été votre plus belle expérience avec cette voiture? La plus belle expérience, c'est surtout son confort de conduite. Avez-vous un message à passer du coup à nos équipes? Nous, on tient à remercier tout le monde. Tout s'est vraiment très bien passé. Merci pour votre confiance et du coup à bientôt chez Hyundai. Voilà, donc 3 vidéos de moins d'1 minute. Donc maintenant, on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut utiliser ce genre de vidéo. Voilà Colas, l'entreprise Colas. C'est une vidéo qu'on peut utiliser toute seule. Voilà, qui peut par exemple servir d'appui dans un dossier d'appel d'offres au marché public. Voilà, vous voulez défendre votre candidature, ben, c'est un moyen moderne et dynamique d'aller séduire, je dirais, une institution publique pour prendre un marché. Pour le Vincept, on a ce que j'ai appelé une capsule à double sens. Donc, soit on va créer ces fameux teasings. Donc, quand on va tourner la vidéo, ce qu'il faut comprendre dans ce cadre-là, c'est que, encore une fois, on a réfléchi à une stratégie de communication et on va faire un tournage à un moment T qui va nous servir quelques mois plus tard. C'est là l'importance de réfléchir à sa stratégie de com, parce que si on arrive le jour J, ben, on ne peut pas communiquer en avance, forcément. Donc là, on a le choix de créer du teasing pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, ça dépend, puis de lancer la capsule, donc le format vidéo d'1 minute max, pour annoncer l'événement, à quelques jours donc, du démarrage de l'événement, ou bien on a la possibilité de faire l'inverse, c'est-à-dire de faire ce qu'on appelle l'after movie, l'événement a eu lieu, je publie quelques semaines après ou quelques jours après une vidéo de cet événement. Ça va nous permettre de rester dans la tête des gens, de générer ces fameuses interactions. Tiens, je me rappelle, j'y étais, etc. Les gens vont peut-être même parler entre eux, ce qui est d'enfer pour vous, ce qui est génial parce que vous générez du trafic sur votre vidéo. Et ensuite, peut-être pour faire patienter les gens jusqu'au prochain événement que vous allez mettre en place, vous allez faire 1 à 3 teasings comme ça, où vous allez rappeler par petits morceaux, par image
qu'on n'avait pas forcément vu la première fois, l'événement que vous aviez créé à telle date. Est-ce que c'est vous qui animez les logos des sociétés clientes dans vos vidéos? Oui, c'est possible. C'est possible, oui, oui. On peut animer des logos par le biais de ce qu'on appelle le motion design. Et enfin, donc, sur Hyundai, c'est ce que j'ai appelé une capsule smart. Voilà, donc c'est là où la stratégie de com, elle rentre vraiment de plein pied en compte. Je suis venu filmer un témoignage client. Ça, c'était l'intérêt de la marque. Elle voulait avoir un témoignage client. Le témoignage client suite à l'achat d'un modèle. Donc, on va forcément filmer le modèle. Je vais me retrouver donc avec des images de l'interview client et des images de la voiture en question. Sur la capsule, on parle bien du témoignage client, on met quelques images du véhicule en question. Et dans les teasings qu'on peut faire derrière, on va pouvoir se concentrer uniquement sur le véhicule qu'on veut mettre en avant, sur la nouveauté, sur le véhicule qu'on vient de rentrer. Donc, en ayant filmé une seule fois sur une seule demi-journée, on peut obtenir 2 messages différents sur le coup. Voilà l'intérêt de réfléchir encore une fois à comment on construit une vidéo. C'est vraiment ça l'intérêt du webinaire d'aujourd'hui. Je ne vais pas vous expliquer comment on tient un téléphone ou une caméra pour filmer. L'idée, c'est vraiment d'avoir une architecture, une conception de la vidéo, de comment on s'en sert et de pouvoir le réfléchir avant de faire les images. Donc maintenant, je vais essayer de dédramatiser, de dédiaboliser quelque chose. Là, la vidéo, c'est chouette, mais c'est super cher. Ben, pas forcément. Vous allez voir. La vidéo sur les réseaux sociaux, vous allez voir pourquoi ce n'est pas super cher. Je vous ai pris les principaux moyens de communication et on va essayer de faire un petit comparatif. La presse écrite, vous voulez un article dans le journal. L'article, à moins que vous soyez dragué par certains journaux, mais sinon, c'est vous qui allez payer pour diffuser un article, pour diffuser ce que vous voulez faire passer comme communication. Donc, sa conception est payante. La diffusion, c'est pareil, c'est selon le budget. Hein. Si vous voulez que votre publicité, elle reste dans les journaux plusieurs semaines, ça vous coûtera forcément un peu plus cher que si vous voulez la mettre une seule fois. La portée théorique, eh ben, ça va être les lecteurs de la presse écrite, du journal en question. Et la durée de diffusion, c'est pareil, elle va dépendre du budget. Pour ce qui est des flyers, la conception, c'est pareil, elle est payante. Alors, quand je parle de conception payante, je pars du principe que vous n'avez pas les compétences graphiques pour créer du visuel. Si vous avez ces compétences-là, évidemment que la conception, du coup, elle devient gratuite ou presque gratuite. Sa diffusion, elle est gratuite. Un flyer, on les pose quelque part et puis voilà, ou on les distribue dans la rue. La portée théorique, elle est très incertaine. C'est difficile de savoir combien de personnes vont être impactées par vos flyers. Et du coup, leur durée de diffusion, c'est pareil. Elle est très incertaine. La radio, donc même chose, hein, la conception d'un spot radio, c'est payant, hein, puisque ce n'est pas vous qui faites le spot à proprement parler. La diffusion, même chose. Si vous voulez qu'il soit diffusé plusieurs fois par semaine, si vous voulez qu'elle soit diffusée en prime time, en access time, sur des créneaux horaires qui sont les plus porteurs, ben, ce sera forcément plus cher qu'en dehors de ces créneaux. La portée théorique, ben, elle va être, ça va être les auditeurs de la station de radio en question. Et la durée de diffusion, même chose. Hein. Si vous voulez que votre spot publicitaire il soit diffusé pendant 3 mois, vous paierez forcément peut-être plus cher que si vous ne le diffusez que sur un mois. L'affichage, donc ça, c'est tout ce qui va être panneaux 4x3, les sucettes, donc c'est les panneaux d'abribus, etc. Même chose, hein, la conception graphique, on va la confier à un graphiste, on va la confier à un professionnel, peut-être du domaine, donc elle sera payante. La diffusion, c'est la même chose. Elle va dépendre de votre budget. Si vous voulez le diffuser sur un seul panneau ou si vous voulez louer plusieurs panneaux pour augmenter la portée de votre communication. Donc la portée, elle va dépendre du trafic, souvent, donc trafic routier, hein, quel que soit le moyen de déplacement, et de l'emplacement du panneau. Pour ceux qui vivent, par exemple, sur Castres, vous savez que
un panneau placé dans la zone du Mélou sera bien plus regardé que, je ne sais pas, à la sortie de la ville, du côté d'Albi, mettons, ou même au Ciala, qui est une zone un peu plus petite que la zone du Mélou. Et la durée de diffusion, toujours la même chose, ça va dépendre de votre budget. Est-ce que vous voulez une durée de diffusion, je ne sais pas, qui va durer 3 mois, qui va durer 1 an, etc. Ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Le site web. Alors, je parle de votre site web. La conception, même chose. Je pars du principe que vous faites appel à un graphiste pour faire un joli visuel. Ça peut être une affiche, hein, pour mettre en avant un événement, etc. On fait appel à un graphiste, donc la conception est payante. La diffusion. Alors, j'ai marqué soit gratuite, soit payante. Ça dépend de vos droits et de vos compétences sur Internet. Si vous passez par un hébergement de site web où vous n'avez pas la main sur l'actualisation du site, vous faites appel au webmaster pour actualiser votre site, certainement peut-être par le biais d'un abonnement ou d'un paiement à l'acte. Quand vous allez vouloir diffuser votre communication, le webmaster va l'inclure dans le site et vous facturer le travail accompli. Si vous avez les droits, donc si vous êtes en mesure vous-même de modifier votre site web, vous incluez votre communication sur le site et du coup, là, ça ne vous coûte rien. La portée théorique, elle va concerner majoritairement les visiteurs du site. Et sa durée de diffusion, elle est limitée, c'est vous qui décidez, c'est votre site qui vous appartient. Donc, c'est vous qui voyez le temps que vous voulez laisser à votre communication. Et enfin, la vidéo, la conception. Alors, même chose, hein, elle est payante à partir du principe où vous faites appel à un professionnel de la vidéo. Si vous la tournez vous-même, évidemment, elle est gratuite. La diffusion sur les réseaux sociaux, elle est gratuite. Et ça, c'est la grosse différence, et c'est ce qui va faire tomber le coût général d'une communication, en général, c'est que sur un réseau social, quel qu'il soit, vous ne payez rien. Et même si vous voulez booster la communication, c'est des tarifs qui sont dérisoires. Je crois que ça coûte 50 € sur Facebook pour booster pendant un mois. De mémoire, je ne me rappelle plus, je l'avais fait une fois. Mais ça n'a rien à voir avec les coûts de diffusion qu'on peut avoir sur d'autres médias. La portée théorique, elle est exponentielle. On l'a vu tout à l'heure. Vous publiez votre vidéo sur vos réseaux. Si elle est repartagée par votre communauté, puis repartagée, si vous-même, vous la publiez à plusieurs endroits, on peut très bien poster sa vidéo sur Facebook, sur sa page personnelle, sur sa page professionnelle. Vous allez par exemple sur une page qui s'appelle Tarn Info sur Facebook, qui fait 65 000 membres, ce qui n'est pas rien quand même sur le Tarn. Vous touchez théoriquement 65 000 membres. Donc, vous avez cette possibilité-là, et ça ne vous coûte rien. Et la durée de diffusion, dans le temps, c'est pareil, elle est limitée, puisque c'est vous qui allez décider du temps que vous allez laisser à votre vidéo. Elle peut être mangée, je dirais, par une nouvelle communication de votre part. Il faut savoir qu'une vidéo, vous l'avez postée le mois dernier, elle est tombée dans les algorithmes, puisqu'elle était remplacée par l'actualité. Si quelqu'un commente votre vidéo, elle va remonter dans les algorithmes. Donc, à chaque fois, on a de la redondance comme ça et il faut s'en servir. Donc, l'idée, là, ce n'est pas de dénigrer les autres moyens de communication. Au contraire, ils sont complémentaires. Simplement, ce que je voulais vous montrer là, c'est que la vidéo, ce n'est pas aussi cher que ce qu'on pense. Et quand on veut communiquer, il faut prendre en compte tous les aspects financiers de la communication. Je vous en ai listé quelques-uns, ils ne sont peut-être pas tous là, mais si vous ne prenez pas tout en compte, si on s'arrête uniquement à la conception, évidemment que la vidéo, ça va vous coûter plus cher. Oui, le lien. Oui, il me semble, je pense que c'est ce que je voulais dire. Je me suis peut-être mal exprimé. Voilà. Diffuser en omnicanal, voilà, tout à fait. Ouais, voilà, tout est intéressant, exactement. Comme je vous le dis, l'idée, c'était de vous mettre en lumière le fait que ce n'est pas aussi cher qu'on pense, la vidéo. Il ne faut pas... Déjà, c'est bien de se renseigner sur le prix que ça coûte et d'aller au bout du processus, essayer de voir tout mis bout à bout. Est-ce que c'est vraiment plus cher que le reste? Ce n'est pas évident. Je peux vous donner un exemple pour avoir pris le renseignement. 4 panneaux au Mélou par an, c'est 5 500 € hors taxe. Est-ce que vous avez le
le même budget en vidéo, enfin voilà, 5 500 € hors taxe pour 4 panneaux, est-ce que vous avez la même portée? Si vous mettez le même budget dans une vidéo, est-ce que vous aurez la même portée que 4 panneaux au Mélou? On vient de voir que non. On vient de voir que la portée, elle va être beaucoup, beaucoup plus importante. Et quand on investit dans la publicité, c'est quelque chose qui compte. On a envie on a besoin que cette communication, elle touche le plus grand nombre, voire une cible particulière. Voilà, donc ce qu'il faut retenir de tout ça, on arrive à la fin de la présentation, c'est que une vidéo, une vidéo postée sur les réseaux sociaux, le seul coût que vous allez devoir supporter, c'est sa conception. Pensez-y quand vous élaborez vos stratégies de communication. Vous êtes sur le format le plus actuel et le plus performant des médias de communication. Et grâce aux réseaux sociaux ou à votre site web, ça marche aussi, vous ne supportez que sa conception. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, en conclusion, si on revient aux 5 W qu'on a vu en début de webinaire, à qui s'adresse la vidéo? En fait, elle s'adresse à tout le monde. Voilà, quel que soit votre secteur d'activité, on a tous une raison de communiquer. Un artisan, un commerçant, un chef d'entreprise, il va mettre en avant ses savoir-faire. On va essayer de toucher des prospects, on va essayer de fidéliser des clients, on va essayer de sécuriser, de rassurer des fournisseurs, on va essayer de rassurer des banques dans nos investissements. Donc, ça peut marcher pour tout. Encore une fois, c'est un outil de communication. Qu'est-ce qu'on fait? Avec quoi, pardon, on fait de la vidéo? Bon, ben ça, aujourd'hui, on fait de la vidéo avec tout. Voilà. Vos téléphones de dernière génération font de très belles images. Ce sont les axes d'effort des constructeurs de téléphones, hein. Ce qui va changer d'un modèle à un autre, souvent, c'est la qualité de l'objectif, c'est la qualité d'encodage de l'image. Donc, vous êtes aujourd'hui en mesure de faire de l'image avec un peu tout, une caméra si vous avez, avec un professionnel. Voilà, ça c'est un petit message. Ça vous évitera des soucis. Ou faire sa vidéo et où la diffuser. Alors, on la fait partout, la vidéo. Vous pouvez la faire dans vos locaux, vous pouvez la faire dans vos chantiers, vous pouvez la faire dans un studio d'enregistrement. La vidéo, elle n'a pas de frontières, elle n'a pas de barrière. Vous pouvez la faire n'importe où. Ce n'est pas parce que l'endroit où vous travaillez n'est pas sexy, entre guillemets, que vous ne pouvez pas faire de la vidéo. Ça peut très bien se faire ailleurs. Et où est-ce qu'on la diffuse? Ben, on l'a vu, hein, on peut la diffuser partout. Réseaux sociaux, site web, showroom. Vous avez la foire économique de Castres qui débute là, le week-end prochain, si je ne me trompe pas, ce week-end ou le week-end d'après. Vous mettez des écrans dans votre stand et puis vous communiquez votre vidéo. À partir du moment où vous avez un écran, vous pouvez diffuser votre vidéo. C'est quand le meilleur moment? Quel est le meilleur moment pour publier une vidéo? Ben, ça dépend de votre plan de communication que vous aurez établi. D'accord, merci Lucie pour l'information. Oui, Caroline. Donc, votre plan de communication que vous avez établi, ça va vous donner le moment où vous allez communiquer. Ça va dépendre peut-être de la saisonnalité de votre activité. Voilà, si vous avez des métiers de bouche, si vous êtes bijoutier, par exemple, fleuriste, vous avez une saisonnalité assez marquée et on va essayer de publier sa communication en fonction des événements majeurs définis dans le temps. Ça va dépendre de la veille concurrentielle. Si vous avez un concurrent qui communique beaucoup, ben, vous pouvez essayer de communiquer devant lui, derrière lui, pendant le temps où il ne communique pas. Ça, c'est à vous de voir comment est-ce que vous allez pouvoir travailler avec la concurrence pour communiquer. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, la salon foire, voilà, la foire expo, les salons, le salon de l'habitat pour tous ceux qui ont un lien avec l'habitat. Vous pouvez communiquer à ce moment-là. Les événements en lien, ce que je vous disais tout à l'heure, ça peut être un événement imprévu, là, qui tombe aux informations, vous vous dites, tiens, je peux m'appuyer dessus. Les anniversaires, donc anniversaire, je ne parle pas de votre anniversaire personnel, sauf si vous voulez communiquer dessus. Ça peut être les anniversaires de l'entreprise.
par exemple, qui vous permettent de faire un coup de com' pour fêter les 10 ans de la boîte, mettons, quelque chose comme ça. C'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger parce que fêter les 10 ans d'une entreprise, ça fait passer le message, intrinsèque que ça fait 10 ans qu'on existe, qu'on a donc une certaine, solidité, et qui peut séduire ou du moins qui peut rassurer vos prospects, quand il faut faire un choix entre celui qui vient de se monter et celui qui a 10 ans d'expérience. Peut-être que des fois, ça peut faire la différence. Et je vous ai marqué journée internationale, mais il y a encore plein de choses, c'est pas exhaustif, hein. Vous êtes, dans la lingerie, je ne sais pas, je dis des bêtises, vous êtes dans la lingerie pour la journée internationale de la femme, vous allez faire un happening. Admettons, voilà. Ça peut être, beaucoup de choses comme ça. Encore une fois, je vous l'ai mis tout à fait en haut. Le plan de com, la stratégie de communication, ça va définir beaucoup de choses. Pourquoi? De quoi on va parler en vidéo? Là aussi, c'est à vous de voir. Encore une fois, ça dépend de votre plan de communication, de ce que vous voulez communiquer aux gens. On peut parler donc par rapport à la saisonnalité dont je vous parlais tout à l'heure. Les soldes et les promotions, vous pouvez arriver à ce moment-là. Ça peut être quand vous créez un nouveau produit ou un nouveau process. Ça peut être pour recruter, voilà. Vous pouvez très bien faire du recrutement, de l'appel à candidature en vidéo. Ça peut être quand vous créez des partenariats pour communiquer sur le fait que vous devenez partenaire d'une autre entreprise et accroître ce sentiment de solidité, par exemple. Des événements particuliers, vous pouvez parler donc pour, par exemple, tout ce qui est l'artisanat, vous pouvez parler de votre savoir-faire. Ça peut permettre d'asseoir une certaine puissance commerciale quand, si vous avez un gros groupe et que vous voulez rassurer, comme je vous disais tout à l'heure, par exemple, des banques, des fournisseurs ou des gros clients, des gens qui vous prennent, qui représentent une grosse partie de votre chiffre d'affaires, ben voilà, vous pouvez asseoir ça et faire de la mise en avant. Alors, ce qui est à la mode à l'heure actuelle, c'est par exemple de faire de la mise en avant de vos équipes, de vos salariés, de vos collaborateurs. C'est gratifiant pour eux. Et il ne faut pas oublier que la vidéo, par exemple, c'est un très bon moyen de communiquer donc, à des fins publicitaires et commerciales, mais ça peut aussi être un très bon moyen de fidéliser vos salariés, de les mettre en avant, de créer ce sentiment d'appartenance à une entreprise et qui va vous permettre de garder vos meilleurs éléments. Voilà, j'en ai fini. Alors maintenant, je peux répondre plus précisément à vos questions. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Si j'ai dit des bêtises, n'hésitez pas à me le dire aussi. Philippe me l'a dit depuis tout à l'heure. Allez, merci beaucoup Olivier. On va passer à la phase de questions-réponses. J'arrête l'enregistrement.